On a constaté que les personnes qui passent du temps dans la nature sont à la fois plus heureuses et plus satisfaites de leur existence en général. Et ce, même quand leurs conditions de vie n'ont quasi pas changé. En même temps, je trouve ça extrêmement curieux, parce qu'on a tous cette intuition que le contact avec la nature est bon pour la santé. On n'a pas besoin d'un scientifique ou d'un médecin pour nous l'expliquer. C'est inscrit en nous de par l'évolution, c'est un fait biologique. Et pour moi, ça montre tout le chemin qu'on a parcouru. De toute son histoire, l'humanité n'a jamais été plus éloignée de la nature. Et nous ressentons tous ce mal du pays originaire, cette nostalgie de l'environnement. Je ne sais pas si c'est profondément ancré dans mes gènes, mais en toute franchise, j'apprécie aussi beaucoup la civilisation et le luxe d'une douche chaude. Merci beaucoup. Mais qui sait ? J'irais peut-être beaucoup mieux si je m'aventurais plus souvent en pleine nature. C'est la voie qu'a suivie Olivia Köhler. De conseillère économique, elle est devenue écothérapeute systémique et a troqué les stratégies de rendement contre l'air de la forêt. Elle propose aux citadins malheureux des retraites dans le désert, sur les rives de cours d'eau ou en bord de mer, afin de les réconcilier avec Dame Nature et avec eux-mêmes. Opérer ce changement de vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a fallu surmonter bien des obstacles. Mais aujourd'hui, elle sait qu'elle a bien fait d'écouter sa voix intérieure. Sylvestre Campe a un tout autre rapport à la nature. C'est un authentique aventurier, et ce depuis son plus jeune âge. Enfant, il a vécu 7 ans à bord d'un voilier avec ses parents et a fait le tour du monde en famille. Depuis, il est attiré par les lieux les plus extrêmes de la planète, sur Terre, dans l'eau ou dans les airs. Il trouve son bonheur dans ces moments intenses et bruts, comme seule la nature peut en offrir. Aujourd'hui, il largue encore une fois les amarres pour l'expédition de sa vie, la traversée de l'Arctique à la voile. L'une des plus anciennes définitions du bonheur dans la culture européenne nous vient d'Aristote. Il dit en substance que pour être heureux, il faut contempler la nature. Pourquoi ? Parce que lorsque nous l'observons, nous sommes en contact avec quelque chose qui a un sens et qui se suffit à lui-même. Et le fait de renouer avec ces cycles naturels nous plonge nous-mêmes dans un état d'autosuffisance. Nous ne ressentons plus le besoin de performance, de prouver notre valeur. Nous pouvons simplement être tels que nous sommes. Salut vous deux. Salut Ronia. Contente de te rencontrer. Lui, c'est Cooper. Salut Cooper. Ça va mon grand? C'est ton lieu de travail? C'est l'un d'eux, oui. On échange? Pendant plusieurs années, Olivia a suivi un tout autre chemin. Elle a fait des études de commerce avant de se lancer dans le conseil. Puis la pandémie de Covid est arrivée et elle a décidé de réorienter sa vie vers la nature. Mon truc préféré, c'est de m'allonger. Ça, je suis d'accord. J'aime le faire autant dehors qu'à la maison, sur le tapis, juste pour cette sensation. À chaque expiration, on s'enfonce plus profondément dans la terre, comme si on se fondait en elle. Ça me donne envie de dormir dehors. Je t'ai convaincue? En fait, j'adore ça. J'avais juste oublié. La nature nous enseigne à répondre à nos besoins et à limiter, d'une certaine façon, des désirs qui seraient exubérants ou qui partiraient dans tous les sens. Quand on est en pleine nature, le taux d'hormones du stress diffusé dans l'organisme baisse.
Et dans le même temps, avec ce qui s'appelle la réaction de détente, on va favoriser la libération de substances et de neurotransmetteurs qui, eux, déclenchent la satisfaction, la relaxation et le bonheur. Le contact avec la nature et sa fréquentation sont déterminants. Mais il n'est pas nécessaire de résider à la campagne pour en profiter. Si on est en ville, il suffit d'avoir des espaces verts près de chez soi. On a même pu quantifier scientifiquement le bénéfice induit par cette proximité. Vivre à moins de 360 mètres d'un coin végétalisé permet de préserver sa santé mentale. L'être humain aime regarder l'eau couler. C'est vrai. C'est chouette de ne pas savoir ce qu'on va voir passer. Un enterrement de vie de jeune fille, un canot pneumatique, des poissons. Regarde un petit bateau. La nature a-t-elle le potentiel de me rendre plus heureuse? Pour moi, le fait d'être dehors apporte un sentiment de plénitude. Et puis il y a le calme et la lenteur. J'ai du mal avec la lenteur. Toi, peut-être, mais d'autres personnes, Elles aiment ça? tout à fait. Je crois qu'elles en ont besoin. Beaucoup de gens aspirent à ça. Quand je fais une sortie avec un groupe, on commence par marcher un peu. On cherche un endroit pour dormir, on ramasse du bois, on allume un feu pour cuisiner. On est dans le faire, mais en même temps, on se trouve plongé dans une sorte de méditation sur plusieurs jours, parce qu'on se concentre sur des choses essentielles, sur les aspects primordiaux de la vie. On focalise toute notre attention là-dessus. Ça prend un peu de temps, mais si on reste dans la nature une semaine, au bout de 2 ou 3 jours, on commence à trouver ce calme. Pour les êtres humains, le rythme et le tempo sont très importants, et c'est quelque chose qu'on peut apprendre de la nature. Chez elle, tout se déroule selon un mouvement régulier et cadencé. Des chercheurs ont établi qu'un patient qui a vu sur un espace vert depuis sa chambre après une opération chirurgicale a besoin de moins d'analgésiques et que son processus de guérison est plus rapide. Ça veut dire que les puissants effets anti-stress et anxiolytiques de la nature n'agissent pas uniquement sur notre psychisme. Ils ont aussi des conséquences bénéfiques sur le plan physiologique. It's dreamy weather we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows. Bienvenue à bord. Juste avant la pluie. C'est Bergen, il pleut tous les jours. Je descends? Bien sûr, c'est super stable. Tu peux te tenir au cordage. C'est chouette. Il est immense. Oui, c'est un super voilier. Il est en acier fait de plaques de 10 mm. C'est l'un des très rares navires de ce type à pouvoir naviguer dans le Grand Nord. On voit que le pont est très plat. Ça veut dire qu'en cas de vague géante, elles peuvent déferler sur le pont sans déséquilibrer le bateau. L'un des effets intéressants de la confrontation avec la nature, c'est qu'on va avoir tendance à se considérer comme moins important. Ce fait a été démontré par une étude. On a demandé à des gens de prendre des selfies et on s'est aperçu que les personnes vivant dans un milieu plutôt urbain se photographiaient de très près, de sorte qu'on voyait relativement peu l'arrière-plan. À l'inverse, les gens très connectés à la nature prenaient des photos de plus loin, ce qui laissait voir davantage l'environnement autour d'eux. S'il y a du raffut, on peut monter ici. Là, on est au calme. Tu peux descendre? Je commence à avoir mal à la nuque. Ce que j'aime dans la voile, c'est qu'il faut être à l'écoute de son environnement. Il faut sentir la mer, mais aussi les voiles et les cordages. Et toutes ces sensations permettent de faire les bons choix. Pour moi, c'est un grand rêve qui se réalise. Je veux être seul. Loin de tout. Seul avec l'équipage.
et je vais pouvoir vivre la nature dans toute sa puissance. De nos jours, c'est de plus en plus difficile, parce qu'il y a de plus en plus de gens partout. Et je crois que l'un des derniers endroits au monde qui est à peu près désert, c'est l'Arctique. Le besoin d'exploration semble faire partie de notre nature. Nous nous sommes étendus partout. Plus haut, plus grand, plus vite, plus loin, au-delà de l'horizon. C'est quelque chose qui n'existait pas chez les hommes préhistoriques. À notre connaissance, les Néandertaliens, les Denisoviens et Homo erectus n'ont pas fait ça. Si on pense à l'océan, par exemple, ils n'ont pas colonisé les îles qu'ils ne voyaient pas. Ils traversaient la mer uniquement pour rejoindre une terre visible. Et c'est l'homme moderne, Homo sapiens, qui s'est répandu dans tout le Pacifique, et jusqu'à l'île de Pâques, qui se trouve à 3000 km de tout. Le gouvernail. On sent la puissance, hein? C'est chouette. C'est pas une petite barre. Non, pas du tout. Celui-ci est vraiment costaud, c'est de l'acier. Et puis il y a cette belle boussole. On va se diriger presque en continu vers l'ouest. Le trajet, c'est la Norvège, l'Islande, le Groenland. On va traverser l'Arctique, la mer de Bering et l'Alaska. Toujours le cap à l'ouest. On va se diriger vers le couchant, ensuite un peu au nord et pour finir, encore plein ouest. Vous avez un moteur en cas d'urgence? Non, justement. Enfin, on en a un, mais on ne l'utilisera pas. On a pris du diesel pour pouvoir naviguer 3 ou 4 jours en cas de besoin. Mais sinon, c'est tout à la voile. Et tout en manuel? Oui, on est toujours en manuel. Pas d'autopilote. Pas de téléphone? Exactement. Et pas de réseau, j'imagine. Le bonheur. Au fond, si j'organise ces expéditions, c'est pour trouver un peu de tranquillité. Un répit aussi par rapport au numérique, au portable et aux gens? Oui, c'est une plaie. Ces gadgets technologiques sont devenus une calamité. Désormais, il faut voyager extrêmement loin de tout pour avoir une bonne raison de ne pas avoir de réseau. Oui. Mais c'est tellement agréable. Toutes les messageries instantanées, c'est complètement fou, ça n'arrête jamais. Au moins, en plein Atlantique, on est coupé de tout ça. Bien sûr, on restera un peu en contact avec les proches grâce aux satellites. Mais je vais dire à tout le monde que je suis hors ligne. Je n'y suis pour personne. Je suis parti, injoignable. Juste une boussole et des cartes marines. Notre comportement quotidien est régi par ce qu'on appelle la rationalité en finalité. En d'autres termes, chaque fois qu'on entreprend quelque chose, on va se demander « qu'est-ce que j'y gagne ? Que vais-je en retirer ?» Or, quand on pense de cette façon, on n'est pas dans l'ici et le maintenant. Une partie de notre concentration est fixée sur l'objectif à atteindre. Et c'est quelque chose qui nous empêche de trouver le repos. Une erreur commune, c'est d'aller dans la nature, mais pas en pleine conscience. Par exemple, on va garder sur nous nos appareils connectés, ce qui va mobiliser notre attention. Et alors qu'on aurait besoin de passer du temps seul dans cet espace sauvage pour nous en imprégner et en profiter, on reste en permanence dans l'interaction. Tout est devenu marchandise. Même aller en montagne ou à la mer devient une sorte d'événement, une activité à faire, quelque chose de spécial. Et le fait de considérer la nature comme un lieu de visite a fait de nous des touristes dans notre propre monde. Parcourir les océans à la voile comme Sylvestre est réservé à une minorité. Mais se balader dans la forêt toute proche, c'est déjà pas mal. C'est ce que recommandent des milliers de guides santé, des éditions spéciales de magazines nature et des ateliers bien-être. Au Japon, la sylvothérapie est même un art de vivre. C'est le Shinrin-yoku, bain de forêt. Les vastes espaces boisés sont aussi un motif du romantisme allemand. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la forêt ? La forêt, c'est un peu l'outre-monde. C'est de cette façon qu'elle est présentée dans la philosophie et la littérature européenne. Dans la mythologie grecque, c'est le lieu où vivent les créatures et les divinités étranges, les gnomes sylvestres, les silènes, les nymphes. Ce sont eux qu'on peut rencontrer quand on quitte l'environnement urbain pour entrer dans cet autre univers.
Il y a aussi l'air de la forêt. Il est rempli des substances produites par les plantes et les champignons, c'est-à-dire les terpènes et les terpénoïdes, les composés organiques volatiles qu'on appelle aussi les phytoncides. On peut les sentir. Chaque forêt possède sa propre signature olfactive et on sait que cette atmosphère peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, par exemple en renforçant notre système immunitaire. C'est un potentiel qui reste encore largement inexploré. Il m'arrive de l'écrire sur mes ordonnances pour le principe. Passer 2 heures par semaine en forêt ou dans un parc. Certaines personnes en ont besoin et trouvent ça très efficace. Enfant, j'adorais être dehors. J'ai grandi près d'une immense forêt en pleine nature. Mes parents n'étaient pas forcément très à l'écoute de mes émotions, et c'est dans le milieu naturel que je trouvais la paix intérieure. Les attentes de mes parents étaient typiques d'un foyer très stable. Il fallait avoir de bonnes notes, faire des études. Et tout naturellement, j'ai été orientée vers l'économie. C'était une voie qui paraissait pertinente. Et quand mes parents me l'ont suggéré, je l'ai sagement suivie. Ah, sagement. Oui. Mais finalement, tu t'es retrouvée ailleurs. Pas tout de suite. J'ai commencé dans une société de conseil avant de travailler dans une agence berlinoise. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit « cette vie n'est pas pour moi » ? Il y a eu un point de rupture ? La transition a été plutôt fluide. C'est un peu comme si les pièces du puzzle s'étaient assemblées. Avec le recul, je crois que la première pierre a été une retraite de yoga en pleine nature que j'ai faite avec une amie en Israël. Je n'avais aucune idée de ce que c'était et je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais. On est donc parti avec un sac à dos, beaucoup trop lourd, et notre tapis de yoga. Tous les soirs, on dormait à la belle étoile, sans tente. C'était dur. Pas seulement au sens littéral de dormir au sol, c'était rude aussi mentalement. Mais pour finir, j'ai vécu une expérience géniale. Et c'est peut-être ce qui a jeté les fondements de ce qui a suivi. Je suis un peu une maniaque du contrôle. Je préfère écrire seule, et j'ai sans doute choisi ce métier pour avoir affaire le moins possible à d'autres personnes. Toi, tu travailles dans cet environnement, et s'il se met à pleuvoir, il n'y a rien à faire. En ce qui me concerne, je n'ai aucun mal à lâcher prise, en tout cas dans cet environnement. Le reste du temps, pour être honnête, c'est parfois plus difficile. Il est très difficile de trouver le calme pour un esprit humain, précisément parce que nous avons pris l'habitude de poursuivre différents objets, d'aller dans toutes les directions, de courir dans tous les sens, parce que nous identifions mal, en réalité, ce qui serait important de faire. C'est quoi ici? C'est la table des cartes. Tu dors en bas ou en haut? En haut. Et on est 9 à bord. Ça fait pas mal de gens. Il vaut mieux pas ronfler. Absolument. C'est interdit. Les ronfleurs, par-dessus bord. Ah, une carte. On peut voir par où vous allez passer? Oui, il y a tout le trajet là-dessus. On est ici, en Norvège. On va mettre le cap vers l'Islande, de là, direction le Groenland, puis le Canada. Là, c'est un labyrinthe. À cet endroit, il va falloir décider chaque jour de la route à suivre pour avoir le moins de glace possible. Le grand enjeu de cette expédition pour nous, c'est d'apprendre à suivre notre instinct. Dans notre société, on nous entraîne à toujours vouloir tout mesurer, vérifier et googler. Ici, on n'aura pas tout ça. Jusqu'à présent, mon intuition ne m'a jamais trompé. Mais ma grande peur, mon angoisse existentielle, c'est de perdre cet instinct. Konrad Zuse, l'un des pionniers de l'informatique, a dit un jour cette jolie chose. Le grand danger, ce n'est pas tant que les ordinateurs deviennent comme les humains, c'est que les humains deviennent comme des machines. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Je vais nous faire du thé. Tu veux le joli mug kangourou? Le kangourou, c'est parfait.
Il est pour toi. Merci. Tu viens avec nous en Arctique? Oui. Il faut pouvoir écouter la nature et surtout ne pas avoir d'idées préconçues. J'adore les surprises. C'est vrai qu'elles sont parfois désagréables, mais elles peuvent aussi être excellentes. On va partir dans une ignorance totale de ce qui nous attend. Bien sûr, j'ai lu quelques livres, j'ai vu des images et j'ai fait un peu de recherche, mais de façon très superficielle finalement. Parce que je veux arriver dans l'Arctique avec un esprit vierge de tout présupposé. Vous allez naviguer dans les glaces qui ne sont peut-être pas si éternelles, comme on le dit beaucoup en ce moment. Le changement climatique est quelque chose de très présent. J'étais en Amazonie récemment et il faisait extrêmement chaud. Ça m'a fait un choc. Et maintenant, je veux aller dans le Grand Nord. Et je crois que c'est très important pour moi de voir ce milieu de mes yeux, de pouvoir faire cette expérience. Résumons-nous. Être en phase avec son environnement naturel rend heureux, pour peu qu'on rompe avec les temporalités artificielles et l'obsession de la performance. Je dois développer mon intuition de la nature et pour cela renoncer délibérément à tout savoir et à tout prévoir à l'aide de nos applis, d'Internet et de l'intelligence artificielle. Il faut se faire un peu plus petit et laisser la place à la nature. Selon Descartes, le sens et le but de la vie humaine serait de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Ce concept a été à l'origine du progrès technique, mais il a aussi répandu dans la culture européenne l'idée que la nature n'est rien d'autre qu'une ressource, qui peut être exploitée en fonction des intérêts et des besoins de l'humanité. Mais aujourd'hui, on arrive aux limites de la planète. La Terre est complètement colonisée. Il n'y a plus nulle part où aller. C'est une utopie de vouloir s'étendre dans l'espace. C'est impossible. Il y a 10 000 ans, à l'aube de l'agriculture, les humains et les animaux domestiques composaient 0,1% des mammifères de la planète, contre 97% aujourd'hui. On vit une époque où on ne fait pas grand cas de la nature. Quand on fait un métier comme le tien, le changement climatique est encore plus une menace. Ton lieu de travail est directement concerné. Comment tu le vis? Je suis une indécrottable optimiste de ce point de vue. Et je sais qu'avec mon métier, je fais un peu ma part dans ce domaine. Le fait de changer ne serait-ce qu'un peu la vision d'une personne, c'est déjà quelque chose. Et plus il y aura de gens qui auront ce lien avec la nature, plus on pourra faire évoluer les choses dans la société. Je ne ferme pas les yeux sur ce qui se passe en ce moment, mais en même temps, je ne suis pas catastrophée. Exactement, c'est pas mon style. Il y a 3 façons de gérer cette angoisse climatique. La première, c'est l'action. Comment puis-je agir sur le cours des événements? Quelles sont les possibilités de s'engager? La deuxième, c'est le deuil. On accepte le fait qu'on est en train de perdre un bien humain très important et qu'on ne le retrouvera jamais à l'identique. Et la troisième, c'est de prendre du recul. Pour conserver notre santé mentale malgré la crise climatique, il faut pouvoir se détourner de temps à autre de ce qui se passe autour de nous et penser à autre chose. On peut ainsi rétablir son équilibre psychique. C'est beau ici, cette solitude. Dans le bateau, c'est chouette aussi. Oui, je le reconnais. Mais j'aime tellement sentir l'air frais, ce petit vent. On se sent vraiment vivant. J'aime plonger pour voir des choses extraordinaires sous l'eau. J'aime escalader des montagnes pour atteindre des sommets. J'aime voler pour mieux comprendre la géographie. L'âge a un effet sur ton esprit d'aventure ou sur ta forme physique?
Bien sûr, j'ai peur d'être moins alerte et je sens que ça vient. Mais je refuse de l'admettre. J'ai conscience que la nature devient plus précieuse chaque jour. Et je veux en profiter au maximum. Je sais qu'en ville, dans mon appartement, devant l'ordinateur, j'ai toujours des crises d'angoisse. Beaucoup de gens disent que je suis fou, et je dois me convaincre que c'est faux. Seuls les fous peuvent nous raconter des histoires. Oui, merci. Ça me fait du bien. Passez le plus de temps possible dehors. Allez dans votre jardin, soignez les arbres dans la rue, promenez-vous au parc dans la semaine et en forêt le week-end. Faites des activités qui permettent d'être en contact avec la nature. Mon école était en pleine forêt et c'est là que j'ai passé les 7 premières années de ma vie. Alors quand je sors et que je vois un arbre, ça me ramène à cette époque. Je vois apparaître toute une forêt avec toute son histoire. Il y a des choses plus grandes que nous-mêmes. Être tel que l'on est, c'est d'une importance fondamentale pour le bonheur humain. Et c'est exactement ce que la nature nous enseigne. Voilà pourquoi quitter la ville est toujours un pas vers la vie heureuse.